Mélenchon explose. La France manipule les élections. Ses propos sur le 4e mandat de Ouattara font scandale en Côte d'Ivoire. Choc total en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Mélenchon accuse la France de manipuler les processus électoraux africains pour maintenir au pouvoir des dirigeants alignés sur ses intérêts. Le 4e mandat de Ouattara est critiqué pour autoritarisme, violence et exclusion des opposants. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les faits et révéler les dessous de cette crise. Les révélations explosives de Jean-Luc Mélenchon sur la politique africaine de la France ont provoqué un séisme dans le débat public français. Le leader de la France insoumise n'a pas mâché ses mots en dénonçant la responsabilité directe de Paris dans les dérives autoritaires qui gangrènent la Côte d'Ivoire depuis plus d'une décennie. Son discours, d'une franchise brutale, met en lumière ce que beaucoup savaient, mais que peu osaient dire publiquement. La France continue de manipuler les processus électoraux africains pour installer et maintenir au pouvoir des dirigeants dociles à ses intérêts économiques. Alassane Ouattara, présenté jadis comme l'homme providentiel de la modernisation ivoirienne, incarne parfaitement cette stratégie néocoloniale déguisée en promotion de la démocratie. 4 mandats présidentiels, dont 3 entachés de contestations massives, de violences et d'irrégularités flagrantes, constituent le bilan accablant d'un système politique verrouillé avec la complicité active de l'Élysée. Les faits sont têtus et les preuves s'accumulent. Chaque scrutin ivoirien depuis l'intervention militaire française a été marqué par des manipulations, des exclusions d'opposants et une répression ciblée des voix dissidentes. L'histoire commence avec l'intervention militaire française qui a délogé Laurent Gbagbo du palais présidentiel ivoirien dans des circonstances qui restent de graver dans les mémoires comme une humiliation nationale. Les chars français ont roulé jusqu'au cœur d'Abidjan pour extraire Manu Militari, un président élu, certes contesté, mais investi démocratiquement selon les procédures constitutionnelles en vigueur à l'époque. Cette intervention musclée a envoyé un message sans équivoque aux dirigeants africains. La souveraineté de vos nations s'arrête là où commencent les intérêts stratégiques de la France. Laurent Gbagbo, qui avait commis le crime impardonnable de vouloir renégocier les contrats léonins liant son pays aux multinationales françaises, a payé le prix fort pour son audace. Son éviction brutale a ouvert la voie à l'installation d'Alassane Ouattara, ancien cadre du Fonds monétaire international, homme de confiance des cercles financiers occidentaux et ami personnel de Nicolas Sarkozy. Le premier mandat d'Ouattara s'est installé dans le sang et les larmes, marqué par des violences post-électorales qui ont fait des milliers de morts et déchiré le tissu social ivoirien. Les massacres de Douékoué, les exécutions sommaires de partisans de Gbagbo, les charniers découverts à Yopougon témoignent de la brutalité avec laquelle le nouveau pouvoir s'est imposé. Pourtant, Paris a fermé les yeux sur ces atrocités, préférant célébrer l'arrivée au pouvoir de son protégé comme une victoire de la démocratie sur le despotisme. Les médias français, relais complaisants de la communication officielle, ont diffusé une version aseptisée des événements, occultant systématiquement les crimes commis par le camp des vainqueurs. La justice internationale elle-même a montré 2 poids 2 mesures. Tandis que Laurent Gbagbo passait 10 ans derrière les barreaux à La Haye, avant d'être finalement acquitté faute de preuves, aucun responsable du camp Ouattara n'a été inquiété pour les massacres perpétrés sous leur commandement. Cette justice sélective a définitivement enterré l'illusion d'une communauté internationale impartiale et a révélé les mécanismes cyniques qui régissent réellement les relations entre la France et ses anciennes colonies. Le 2e mandat présidentiel d'Ouattara, obtenu dans des conditions déjà controversées, a confirmé les craintes de ceux qui redoutaient une dérive autoritaire progressive. L'opposition ivoirienne, affaiblie par des années de répression judiciaire et de marginalisation politique, peinait à faire entendre sa voix dans un espace public verrouillé par le pouvoir. Les médias indépendants subissaient des pressions croissantes, les journalistes critiques s'étaient harcelés, et les leaders de l'opposition faisaient l'objet de poursuites judiciaires à répétition sur des motifs souvent fantaisistes. Guillaume Soro, ancien allié devenu gêneur, a été contraint à l'exil sous la menace de poursuites pénales et a vu ses partisans systématiquement arrêtés ou intimidés. Simone Gbagbo, épouse de l'ancien président, a croupi en prison pendant des années dans des conditions indignes avant d'être libérée sous pression internationale. Ces persécutions politiques se déroulaient sous le regard bienveillant de Paris, qui ne trouvait rien à redire tant que les intérêts économiques français restaient préservés. Les entreprises françaises continuèrent de dominer les secteurs stratégiques de l'économie ivoirienne, du port d'Abidjan aux plantations de cacao, en passant par les télécommunications et la distribution d'eau et d'électricité. Le 3e mandat d'Ouattara a franchi un cap supplémentaire dans la confiscation du pouvoir et le mépris des règles démocratiques élémentaires. La constitution ivoirienne limitait pourtant clairement le nombre de mandats présidentiels à 2, une disposition adoptée précisément pour éviter les dérives monarchiques qui ont gangréné tant de nations africaines. Mais Ouattara et ses juristes ont trouvé une parade juridique aussi spécieuse qu'outrageante. La nouvelle constitution adoptée entre-temps aurait remis les compteurs à 0, permettant donc 2 nouveaux mandats. Cette interprétation constitutionnelle, contestée par tous les experts indépendants, a été validée par un conseil constitutionnel aux ordres, transformant une limitation démocratique fondamentale en simple formalité contournable.
L'élection qui s'en est suivie s'est déroulée dans un climat de tension extrême, avec un boycott massif de l'opposition qui dénonçait un simulacre électoral. Des dizaines de personnes ont trouvé la mort dans les violences pré- et post-électorales. Des quartiers entiers d'Abidjan se sont transformés en zone de non-droit et l'armée a réprimé dans le sang les manifestations populaires. Une fois encore, la France officielle a choisi de regarder ailleurs, félicitant mollement le président réélu tout en appelant vaguement au dialogue avec l'opposition. La perspective d'un 4e mandat présidentiel pour Ouattara, désormais octogénaire et selon certaines sources en santé déclinante, représente l'ultime provocation à la démocratie ivoirienne. Les rumeurs circulent avec insistance sur une possible candidature, malgré l'âge avancé du dirigeant, et les contestations légitimes qui ne manqueront pas de surgir. Le scénario rappelle furieusement celui du Cameroun voisin, où Paul Biya, nonagénaire, s'accroche au pouvoir depuis 4 décennies avec la bénédiction constante de Paris. Cette gérontocratie autoritaire, soutenue par la France, révèle la véritable nature des relations franco-africaines contemporaines. Derrière les discours pompeux sur le partenariat d'égal à égal et le soutien à la démocratie se cache une politique cynique de maintien de zones d'influence à tout prix. Les dirigeants africains vieillissants, affaiblis et donc manipulables, constituent les pions idéaux pour préserver les intérêts économiques français sur le continent. Les mécanismes de la France-Afrique, ce système occulte de domination post-coloniale, fonctionnent depuis des décennies selon des codes non écrits mais parfaitement rodés. Au cœur de ce dispositif se trouvent des réseaux d'influence tissés patiemment depuis les indépendances factices des années 60, réseaux qui lient les élites politiques, militaires et économiques françaises à leurs homologues africains dans une relation de dépendance mutuelle. Les présidents africains francophones bénéficient du soutien militaire, diplomatique et financier de Paris en échange de leur allégeance et de la préservation des intérêts économiques français dans leurs pays respectifs. Ce pacte faustien transforme des chefs d'État en simples gouverneurs locaux, au service d'une métropole qui a simplement changé ses méthodes de contrôle sans renoncer à sa volonté de domination. Les archives déclassifiées, les témoignages d'anciens acteurs du système et les enquêtes journalistiques ont progressivement levé le voile sur ces pratiques honteuses que la République française continue pourtant de perpétuer en toute connaissance de cause. Les services secrets français, et notamment la Direction générale de la sécurité extérieure, jouent un rôle central dans le maintien de cette architecture néocoloniale. Leurs agents, officiellement affectés comme conseillers techniques ou attachés militaires dans les ambassades africaines, tissent des liens étroits avec les appareils sécuritaires locaux qu'ils contribuent à former, équiper et orienter. Ces réseaux parallèles permettent à Paris d'obtenir des informations privilégiées sur les dynamiques politiques internes, d'identifier les menaces potentielles contre les dirigeants alliés et d'intervenir discrètement pour déjouer les coups d'État ou au contraire pour faciliter le renversement de leaders jugés trop indociles. L'histoire récente de l'Afrique francophone regorge d'exemples de ces interventions occultes. Assassinats déguisés en accident, coups d'État téléguidés depuis Paris, financement secret de campagnes électorales, chantage sur des dirigeants compromis dans des affaires de corruption. Ce travail de l'ombre échappe totalement au contrôle démocratique du Parlement français et même, selon certaines sources, à celui de nombreux ministres qui découvrent parfois avec stupeur l'étendue des agissements de ces réseaux. Le franc CFA constitue l'outil économique le plus visible et le plus efficace de la domination française en Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette monnaie coloniale, maintenue artificiellement en vie plus de 60 ans après les indépendances, enchaîne 14 pays africains à la France par un mécanisme monétaire d'une perversité remarquable. Les banques centrales africaines sont obligées de déposer 50% de leurs réserves de change au Trésor français, ce qui représente des dizaines de milliards d'euros ponctionnés sur les économies africaines pour financer indirectement la dette française. En échange de cette spoliation légalisée, Paris garantit la parité fixe du franc CFA avec l'euro, créant ainsi une illusion de stabilité qui profite essentiellement aux entreprises françaises opérant en zone franc. Cette parité surévaluée rend les exportations africaines non compétitives sur les marchés internationaux, tout en facilitant l'importation de produits français, creusant ainsi les déficits commerciaux et maintenant ces économies dans une dépendance structurelle. Les tentatives de réforme ou d'abandon du franc CFA se heurtent invariablement à la résistance farouche de Paris qui mobilise tous ses leviers de pression pour préserver ce privilège exorbitant. Les entreprises françaises implantées en Afrique bénéficient de conditions de faveur qui relèvent davantage du pillage organisé que du partenariat économique équilibré. Les groupes comme Bolloré, Total, Orange, Bouygues, Vinci et tant d'autres exploitent les ressources naturelles et les marchés africains dans des conditions léonines, rapatriating vers la France l'essentiel des profits générés localement. Les contrats signés entre ces multinationales et les États africains sont souvent négociés dans l'opacité la plus totale, truffés de clauses d'arbitrage international qui dépouillent les tribunaux locaux de toute juridiction en cas de litige. Les pots de vin versés aux dirigeants africains pour obtenir ou renouveler ces contrats alimentent un système de corruption généralisée que la France feint de combattre tout en l'instrumentalisant pour maintenir son influence. Les affaires Elf, révélées dans les années 90, ont mis en lumière l'ampleur de ces pratiques mafieuses où se mêlaient pétrole, commissions occultes, financement de partis politiques et vente d'armes. Malgré les scandales et les condamnations judiciaires,
Le système a simplement évolué vers des formes plus sophistiquées de corruption, utilisant désormais des sociétés offshore et des montages financiers complexes pour dissimuler les flux illicites. La présence militaire française en Afrique, présentée officiellement comme un gage de stabilité et de lutte contre le terrorisme, sert en réalité des objectifs bien plus prosaïques de préservation des zones d'influence. Les bases permanentes à Djibouti, au Gabon, au Sénégal et au Tchad, auxquelles s'ajoutent des détachements temporaires dans plusieurs autres pays, permettent à l'armée française de projeter rapidement ses forces partout en Afrique francophone. Cette capacité d'intervention constitue l'ultime garantie pour les dirigeants africains alliés qu'ils pourront compter sur les parachutistes français en cas de menace sérieuse contre leur pouvoir. Les accords de défense, souvent secrets ou partiellement classifiés, lient juridiquement la France à ses anciennes colonies dans des termes qui rappellent furieusement les pactes coloniaux d'antan. En échange de la protection militaire française, ces pays s'engagent à accorder des facilités d'accès à leur territoire, à coordonner leur politique de défense avec Paris, et parfois même à obtenir l'accord préalable français pour certaines orientations stratégiques. Cette vassalisation militaire transforme des nations théoriquement souveraines en protectorats de fait soumis au bon vouloir de l'ancienne puissance coloniale. Les réseaux francs-maçons et les clubs d'influence constituent une autre dimension méconnue mais essentielle de la France-Afrique contemporaine. La prise de parole courageuse de Jean-Luc Mélenchon sur les dérives de la politique africaine française s'inscrit dans une tradition de l'internationalisme de gauche qui a malheureusement presque disparu du paysage politique hexagonal. À une époque où la plupart des formations politiques françaises, y compris celles se réclamant de la gauche, se sont ralliées à une vision souverainiste et repliée de la nation, la France insoumise fait figure d'exception en maintenant vivante l'idée d'une solidarité internationale fondée sur la justice et l'égalité entre les peuples. Cette posture n'est pas qu'un positionnement idéologique abstrait. Elle découle d'une compréhension profonde des interconnexions qui lient le sort des classes populaires françaises à celui des populations du Sud global. Mélenchon rappelle avec force que les migrations qui alimentent les fantasmes de l'extrême droite française trouvent leurs racines dans les interventions militaires, le pillage économique et le soutien aux dictatures que Paris perpétue en Afrique. Combattre l'immigration sans s'attaquer à ses causes structurelles relève soit de l'hypocrisie politique, soit de l'ignorance crasse, et dans les deux cas, condamne à l'inefficacité. Le diagnostic que pose Mélenchon sur la situation ivoirienne s'appuie sur une lecture historique rigoureuse qui remonte aux origines du conflit politique dans ce pays. La relation spéciale qui liait la gauche française au Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo reposait sur une convergence idéologique autour de la justice sociale, de la redistribution des richesses et de l'affirmation de la souveraineté nationale face aux pressions néolibérales. Cette alliance politique incarnait l'espoir d'un autre modèle de relations franco-africaines fondé sur le respect mutuel et la coopération entre progressistes des deux rives de la Méditerranée. La trahison du Parti socialiste français, qui a soutenu l'intervention militaire contre Gbagbo, alors qu'il était pourtant l'allié historique de la gauche hexagonale, marque un tournant décisif dans l'alignement complet de la social-démocratie sur les intérêts néocoloniaux traditionnels de la France. François Hollande, en poursuivant et même en intensifiant la politique africaine de son prédécesseur Sarkozy, a enterré définitivement toute prétention du PS à incarner une alternative progressiste en matière de relations internationales. L'analyse que fait Mélenchon de l'instrumentalisation d'Alassane Ouattara par les réseaux france-africains révèle les mécanismes sophistiqués par lesquels Paris fabrique et impose ses dirigeants africains de prédilection. Le parcours d'Ouattara, ancien numéro 2 du FMI, et technocrate rompu aux exigences du capitalisme mondialisé, le prédestinait à devenir l'homme de confiance des milieux d'affaires français et des institutions financières internationales. Le bilan économique et social de ces mandats successifs confirme cette analyse. Enrichissement spectaculaire d'une minorité connectée aux réseaux internationaux, paupérisation croissante des classes populaires, creusement vertigineux des inégalités sociales et régionales. La modernité tant vantée s'est révélée n'être qu'un cache-misère pour dissimuler un retour aux logiques coloniales d'extraction des richesses au profit des intérêts étrangers. Mélenchon établit un parallèle éclairant entre la situation ivoirienne et celle du Cameroun, révélant ainsi les constantes de la politique africaine française, quel que soit le gouvernement au pouvoir. Paul Biya, nonagénaire s'accrochant pathétiquement au pouvoir depuis plus de 4 décennies, incarne l'absurdité d'un système où la longévité au pouvoir semble inversement proportionnelle à la légitimité démocratique. La visite d'Emmanuel Macron au Cameroun, avec ses sourires complices et ses poignées de main chaleureuses au vieux dictateur, a constitué un camouflet cinglant pour tous ceux qui espéraient encore que le président français incarnerait une rupture avec les pratiques néocoloniales de ses prédécesseurs. Cette image d'un jeune président dynamique, symbole supposé du renouveau politique, serrant la main d'un autocrate kakoshim maintenu artificiellement en vie pour préserver des intérêts économiques, résume à elle seule toute l'imposture du macronisme en Afrique. Les belles paroles sur le partenariat renouvelé et la fin de la France-Afrique se sont fracassées sur la réalité crue d'une politique de continuité parfaite avec les décennies précédentes. La référence au cas tchadien, avec la succession dynastique d'Idriss Déby, père à Mahamad Déby, fils orchestré avec la bénédiction parisienne, illustre jusqu'où peut aller le cynisme de la diplomatie française en Afrique. Lorsque le président Déby père a été tué dans des circonstances troubles lors d'affrontements avec des rebelles,
La constitution tchadienne prévoyait normalement une transition civile et l'organisation rapide d'élections démocratiques. Mais la France, craignant qu'un processus électoral ouvert ne débouche sur l'arrivée au pouvoir d'un dirigeant moins complaisant vis-à-vis de ses intérêts stratégiques dans la région, a immédiatement apporté son soutien au coup d'État constitutionnel perpétré par le fils du défunt. Cette transmission héréditaire du pouvoir, digne des monarchies absolutistes d'ancien régime, a été célébrée à Paris comme une garantie de stabilité régionale, démontrant une fois de plus que les principes démocratiques que la France prétend promouvoir s'arrêtent aux portes de ses anciennes colonies dès que ses intérêts l'exigent. Le Tchad, pays stratégique pour le dispositif militaire français au Sahel et point d'appui essentiel pour les opérations antiterroristes, bénéficie ainsi d'une indulgence totale, quelles que soient les dérives autoritaires de son régime. L'échec cuisant de l'intervention militaire française au Mali, longuement développée par Mélenchon, constitue peut-être la démonstration la plus éclatante de l'impasse stratégique dans laquelle s'est enfermée la politique africaine de Paris. 9 années de présence militaire, des milliards d'euros engloutis, 54 soldats français tués et des milliers de civils maliens victimes collatérales n'ont abouti qu'à une aggravation spectaculaire de l'insécurité et à un rejet massif de la présence française, culminant dans l'expulsion humiliante des forces françaises par la junte militaire arrivée au pouvoir. Cette débâcle malienne révèle les limites intrinsèques d'une approche uniquement militaire des problèmes de développement et de gouvernance qui minent le Sahel. En s'alliant à des régimes corrompus et prédateurs qui constituaient eux-mêmes une part importante du problème, en poursuivant avant tout des objectifs de sécurisation de ses approvisionnements en uranium nigérien et de maintien de sa zone d'influence, la France a perdu toute crédibilité auprès des populations locales qui l'aperçoivent désormais comme une puissance néocoloniale soutenant leurs oppresseurs. Les groupes djihadistes qu'elle prétendait combattre ont prospéré sur ce terreau de ressentiment anti-français, recrutant massivement parmi une jeunesse désœuvrée qui ne voit aucun avenir dans le système corrompu soutenu par Paris. La dimension profondément humaine de l'engagement de Mélenchon transparaît dans son évocation de la situation des binationaux franco-africains qui vivent quotidiennement le déchirement entre leurs deux appartenances. Ces millions de citoyens français, souvent issus de l'immigration ou descendants d'immigrés, portent en eux l'héritage complexe et parfois douloureux de l'histoire coloniale et post-coloniale. Lorsque la France bombarde la Côte d'Ivoire, soutient des dictateurs au Cameroun ou participe à déstabiliser le Mali, ce ne sont pas seulement des décisions de politique étrangère abstraites, ce sont des drames familiaux concrets, des villages d'origine bombardés, des cousins emprisonnés, des projets de vie brisés. L'avenir des relations entre la France et l'Afrique se joue aujourd'hui sur fond de transformations géopolitiques majeures qui redistribuent les cartes de l'influence mondiale sur le continent. La montée en puissance de la Chine, devenue premier partenaire commercial de nombreux pays africains, le retour en force de la Russie qui exploite habilement le ressentiment anti-français, l'émergence de la Turquie comme acteur diplomatique et économique significatif, tous ces bouleversements érodent méthodiquement le précaré français et contraignent Paris à repenser ses modes d'action. Les coups d'État militaires successifs au Mali, au Burkina Faso et au Niger, tous accompagnés d'un rejet viscéral de la présence française et d'une demande de départ des troupes hexagonales, constituent les symptômes les plus visibles de cette remise en cause fondamentale. La France découvre avec amertume que le temps où elle pouvait dicter sa loi en Afrique francophone touche à sa fin et que la nouvelle génération de dirigeants africains, qu'ils soient civils ou militaires, refuse de plus en plus massivement de jouer le rôle de supplétif docile. Cette évolution structurelle pourrait soit déboucher sur une refondation salutaire des relations franco-africaines sur des bases égalitaires, soit précipiter un divorce douloureux dont les deux parties sortiraient perdantes. Les populations africaines, notamment les jeunes qui constituent la majorité démographique du continent, expriment un rejet croissant et assumé de l'influence française perçue comme un obstacle majeur à leur développement. Les manifestations anti-françaises qui ont ponctué ces dernières années, au Mali, au Niger, au Burkina Faso mais aussi au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Tchad, témoignent d'un ras-le-bol généralisé face à des décennies de promesses non tenues et d'ingérence permanente. La jeunesse africaine, connectée au monde via Internet et les réseaux sociaux, compare désormais les performances de son continent avec celles d'autres régions émergentes comme l'Asie du Sud-Est et constate amèrement que, 60 ans après les indépendances, l'Afrique francophone reste dramatiquement à la traîne en termes de développement humain, d'infrastructures et de souveraineté technologique. Cette génération refuse la rhétorique victimaire qui attribuerait tous les maux africains à l'héritage colonial sans questionner aussi les responsabilités des élites locales, mais elle exige également que la France cesse d'entraver activement les tentatives d'émancipation politique et économique du continent. Le débat sur le franc CFA cristallise ces tensions et pourrait constituer le test décisif de la volonté française d'évoluer vers un partenariat plus équilibré. Les revendications pour l'abandon pur et simple de cette monnaie coloniale, ou à tout le moins pour une réforme profonde de ses mécanismes de fonctionnement, gagnent du terrain dans tous les pays de la zone franc. Les arguments économiques contre le maintien de cette architecture monétaire s'accumulent. Fuite massive des capitaux vers le trésor français, impossibilité de mener des politiques monétaires adaptées aux spécificités économiques locales, surévaluation chronique qui pénalise les exportations africaines, dépendance structurelle vis-à-vis des décisions de la Banque centrale européenne. Face à cette contestation grandissante, la France a proposé une réforme cosmétique du franc CFA, rebaptisé ECO.
Mais cette opération de communication n'a trompé personne, tant les mécanismes fondamentaux de domination monétaire restent inchangés. Une véritable refondation des relations franco-africaines nécessiterait le courage politique d'accepter la fin du franc CFA et d'accompagner les pays africains vers l'adoption de monnaies nationales souveraines ou d'une véritable monnaie régionale contrôlée démocratiquement par les Africains eux-mêmes. La question des bases militaires françaises en Afrique constitue un autre dossier explosif qui conditionne la possibilité d'une normalisation des relations. La présence permanente de soldats français sur le sol africain 60 ans après les indépendances symbolise aux yeux de beaucoup la perpétuation d'un statut colonial à peine déguisé. Les accords de défense qui justifient cette présence ont été négociés dans des conditions opaques, souvent imposées à des dirigeants fragilisés ou corrompus, et n'ont jamais fait l'objet d'un débat démocratique approfondi dans les pays concernés. La fermeture progressive de ces bases, amorcée sous la pression des mouvements populaires et des nouvelles autorités militaires dans certains pays, devrait être accompagnée plutôt que combattue si la France veut préserver des relations de confiance avec les peuples africains. Une coopération militaire refondée pourrait se concevoir sur la base d'interventions ponctuelles et ciblées, à la demande expresse des autorités légitimes et sous contrôle parlementaire strict tant en France qu'en Afrique, plutôt que sur le modèle actuel d'occupation permanente qui rappelle trop les logiques coloniales. La coopération économique entre la France et l'Afrique gagnerait immensément à évoluer d'un modèle extractif vers un véritable partenariat gagnant-gagnant, favorisant l'industrialisation locale et le transfert de technologies. Les entreprises françaises doivent accepter de payer des impôts justes dans les pays où elles opèrent, plutôt que d'optimiser agressivement leur fiscalité via des montages offshore, de respecter des standards environnementaux et sociaux stricts, de former et promouvoir des cadres locaux, plutôt que d'importer systématiquement des expatriés français. L'aide au développement devrait être découplée des intérêts commerciaux français et orientée vers les secteurs prioritaires identifiés par les Africains eux-mêmes. Éducation, santé, infrastructures, agriculture vivrière. Les partenariats universitaires et scientifiques devraient viser à renforcer les capacités de recherche africaines plutôt qu'à drainer systématiquement les cerveaux vers les laboratoires français. Cette mutation profonde du modèle économique nécessiterait que la France accepte de renoncer à certains privilèges de court terme pour construire des relations durables fondées sur l'intérêt mutuel, plutôt que sur l'exploitation unilatérale. Le rôle de la société civile française et africaine sera déterminant pour impulser et accompagner cette nécessaire transformation. Les organisations non gouvernementales, les associations de solidarité internationale, les syndicats, les mouvements de jeunesse doivent tisser des liens directs de peuple à peuple qui court-circuitent les canaux officiels souvent verrouillés par les réseaux france-africains.